Merci beaucoup, Monsieur le Président Van Rompuy, Madame la Rectrice Mogherini, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Maire, et surtout, chères étudiantes et étudiants, Mesdames et Messieurs, c'est un vrai plaisir et honneur pour moi d'assister avec vous à cette cérémonie, d'autant plus que je suis moi-même, comme vous le savez, diplômée du Collège de l'Europe. Et parlant du moment de l'importance du Conseil de l'Europe et du Collège d'Europe, on peut dire qu'on est la même promotion, la promotion 1989, et que tout ce qu'on a apporté depuis cette année bien lointain se montre toujours pertinent, important pour ce qui est le présent de notre continent, mais surtout, et c'est à vous à jouer le rôle par le futur, c'est pour ce qui est de notre futur de l'Europe. Mes études ici remontent à l'année 1993-94, comme déjà dit, la promotion Stefan Zweig, étant celle qui a eu le privilège d'étudier sur les deux campus. Donc, Monsieur le maire, je me sens aussi honorée par Bruges, et je ne sais pas si c'était l'habitude à l'époque, mais j'aurais aimé aussi être, comme vos étudiants à présent, une citoyenne honorée de Bruges, parce que j'aime beaucoup les deux campus. J'ai beaucoup aimé ma partie qui était la plus grande à Bruges, mais aussi 3 mois à Natolin, à Varsovie. Et le premier image que j'ai vu sur la photo avant la vice-rectrice, mon amie Eva Wozniacka, j'ai vu le forêt de Natolin, et c'est cette forêt aussi que le campus qui était vraiment un symbole de comment on a vécu à cette époque à Natolin. Donc je me sens vraiment, j'ai 2 invités en ce qui concerne le Collège d'Europe, et je crois qu'on était vraiment privilégiés par ce fait, parce que d'être ici à Bruges, c'était d'appartenir de cet esprit de Bruges qu'on apporte avec soi toujours, et je crois que vous toutes et tous apporterez cet esprit. Et en fait, on trouve l'esprit, mais on trouve les alumni et les alumnés partout. Eva Wozniacka et mon collègue, on était les secrétaires d'État et les vice-rectrices. Avec Madame Mogherini, on partageait les jours très chargés au sein du Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne. Et même à Strasbourg, j'ai des collègues qui ont étudié même avec moi-même à la même promotion. Donc, vous serez partout, et c'est ce qui est bien. Et cette valeur qui est vraiment très particulière à Bruges, à Natolin, au collège, est quelque chose qui va vous apporter beaucoup. Parfois, il y a un mot que je ne vais pas utiliser, qu'on est tellement connecté qu'il y a des repères avec certaines organisations qui ne sont pas tellement légales. Je ne dirais pas, mais que cet esprit reste. Et quand on dit, même quand la personne avec qui vous parlez ne sait pas que vous êtes du collège, j'ai même moi-même avait eu l'expérience, au moment où on disait qu'on est alumni, l'échange se facilitait par une, je ne sais pas, providence divine. Voilà, donc vous êtes
Vous êtes certainement, comme moi-même, comme beaucoup de nous qui ont eu cet honneur de partager les études au collège, vous seriez vous-même en mesure de profiter et de voir de ce que je vous en parle maintenant. Ça serait bientôt votre présent. Mais je reviendrai sur plutôt mon discours officiel que j'ai préparé. Donc, je me souviens aussi très clairement de cette époque d'enthousiasme et de l'optimisme que nous animait, de la certitude que nous avions d'un avenir meilleur pour l'Europe, d'être promis, en sortant de cette institution, à jouer un rôle positif de premier plan ou plus modeste dans l'avenir de notre continent. Ce défi, cette opportunité, c'est maintenant à ceux qui terminent aujourd'hui, c'est à vous bien sûr que vous finissez votre cursus et de s'en saisir. Le Collège d'Europe est solidement établi au firmament de la formation, du savoir et des connaissances sur l'Europe. Avec ce que vous avez appris ici, vous avez tout pour réaliser de grandes choses. Certains d'entre vous feront de brillantes carrières à l'université ou dans le monde des affaires. D'autres consacreront les talents à la politique, à la diplomatie et à la chose politique, publique, au niveau national et bien évidemment aussi dans les institutions européennes. Les initiatives et les idées qui orienteront l'avenir de notre continent porteront la marque de la promotion des liens Vogel-Polski. C'est une lourde responsabilité, un défi bien différent de celui qu'on a eu à relever les précédentes générations qui ont étudié ici. Lorsque Salvador de Madariaga et d'autres ont créé le Collège d'Europe en 1949, c'était après 2 guerres mondiales dévastatrices. Et avec la conviction qu'une formation européenne, par essence, pourrait faire avancer la coopération et l'intégration nécessaires pour placer les pays de ce continent sur la voie d'une paix durable. À l'époque où j'ai étudié ici, cette ambition semblait l'avoir emporté. Nous étions sortis de la guerre froide et la famille pan-européenne était sur la voie de l'unification. Elle avait foi en son identité commune, comme l'atteste l'installation d'un campus du Collège d'Europe en Pologne. Le Conseil d'Europe a suivi la même trajectoire. Créé aussi en 1949, il a tenu la promesse de la paix fondée, comme le veut notre statut, sur une union toujours plus étroite entre ses États membres. Au fil des ans, nous nous sommes efforcés de consolider cette union avec des normes communes sur les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit. De cette façon, la coopération a bien souvent pris place du conflit et permis aux peuples de notre continent de bénéficier de la sécurité démocratique à laquelle ils ont droit. Les retombées de cette approche sont considérables et positives. Notre organisation est passée de 10 États membres en 1949 à 46 aujourd'hui. Nous disposons d'une Convention européenne des droits de l'homme que chaque État membre a ratifiée. Son interprétation a été confiée à une Cour dont les décisions ont force de loi et à laquelle toute personne en Europe peut s'adresser directement. Nous avons aussi produit 223 instruments juridiques qui continuent d'améliorer nos vies.
Aujourd'hui, les droits des femmes et des enfants, des personnes LGBTI, des personnes appartenant à des minorités nationales ou linguistiques, ou encore ceux des réfugiés et des demandeurs d'asile sont mieux protégés qu'ils ne l'ont jamais été auparavant. Cet effort se poursuit dans l'intérêt de toutes les personnes vivant en Europe. Mais le doute vient d'assombrir leur perspective de succès. Le retour des populismes et du nationalisme met directement à l'épreuve des méthodes qui ont permis de réaliser une Europe plus unie. Coopération, intégration et multilatéralisme vont de pair. Ils progresseront ensemble ou échoueront. En 75 ans, ils n'ont jamais été mis à aussi rude épreuve. Les tendances qui se dessinent depuis quelques années sont claires pour qui vient bien les voir. La légitimité des institutions est contestée, l'indépendance des juges est remise en cause et la liberté ou les libertés d'expression, de réunion et d'association sont progressivement restreintes, souvent par des responsables politiques qui n'ont pas hésité à l'occasion à s'attaquer aux minorités pour renforcer le sentiment d'identité nationale et gagner en popularité. C'est la nature même de l'Europe à venir qui est remise en question, ainsi que l'architecture et même l'existence des institutions qui la guident. Mais l'exemple le plus grave de ce machisme politique est bien sûr l'agression brutale commise par la Fédération de Russie contre l'Ukraine. Nous devons tous, individus, gouvernements et organisations internationales, faire ce que nous pouvons faire face à cette situation. Le mois dernier, à l'occasion de la Journée de l'Europe, je me suis rendue personnellement en Ukraine, à Kiev, afin de montrer clairement où se joue son présent et son avenir, et pour constater par moi-même les ravages de la violence dans le pays. Je n'oublierai jamais ce que m'ont rapporté le président Zelensky et de nombreux autres Ukrainiens, dont le courage n'a d'égal que leur attachement envers leur pays et leur foi dans son avenir démocratique et surtout européen. Pas plus que je n'oublierai ce que j'ai vu à Borodianka et à Irpin. Les souffrances endurées confirment que la décision d'exclure la Russie du Conseil de l'Europe était la bonne. Et elle indique clairement que la famille pan-européenne ne tolérera pas la brutalité avec laquelle la Fédération de Russie se détourne de nos valeurs européennes communes. Toutes les parties de notre organisation ont soutenu cette décision, de même que nous sommes maintenant tous unis aux côtés de l'Ukraine. C'est pourquoi nous apportons notre concours au bureau de la procureure générale pour les enquêtes sur les violations flagrantes des droits de l'homme et avons adapté notre plan d'action pour l'Ukraine aux réalités de la situation sur le terrain. C'est également pourquoi nous serons prêts, lorsque des violences terribles auront pris fin, à aider le pays à aller de l'avant avec un ensemble de mesures spécifiques adaptées à la situation. Lors de notre session ministérielle à Turin, le mois dernier, nos États membres ont approuvé nos actions de soutien à l'Ukraine. Ils ont aussi indiqué clairement que le Conseil de l'Europe ferait usage de tous ces instruments pour que la Fédération de Russie rende compte de toutes les violations des droits de l'homme commises.
Et cette approche est la bonne. La défense des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit passe par une réelle volonté politique, par la détermination à soutenir toutes celles et tous ceux qui, en Europe, croient en nos valeurs, à toutes celles et tous ceux à qui le droit d'en bénéficier est refusé. En fin de compte, le retour à la paix, à une paix durable, devrait venir d'une solution négociée basée sur les principes énoncés par la Charte des Nations Unies, par la Convention européenne des droits de l'homme et par l'acte final d'Helsinki. Le plein respect de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et des droits fondamentaux de toute sa population sera la garantie la plus solide que cette agression ne se répétera pas. Qu'à cette terrible violation des valeurs européennes réponde la réaffirmation de ces valeurs dans tous les aspects de notre vie et sur notre continent tout entier. That is the challenge to European governments, to European societies, communities and individuals, and to you, now as you begun your careers. So yes, the future is in play, but this is not a fait accompli. The outcome will be yours to determine. European standards in human rights, democracy, and the rule of law still belong to every citizen by law. They are still being applied to the myriad of complex questions that exist, evolve, and emerge in our modern societies. And they continue to make life better across our common European space. Take, for example, the situation in the Western Balkans. These countries are Council of Europe member states. They aspire to democratic stability through a fully European perspective and through our work together, including our presence there on the ground. We are helping national authorities put in place the long-term reforms that give meaning to our values and deepen European integration. On this and much more, we cooperate closely with the European Union, including through our horizontal facility for the Western Balkans and Turkey, a flexible mechanism that tailors special solutions to the particular situations in the region, and on which we are currently negotiating a third phase. These reforms are needed in order for EU membership to be realistic. But equally, they are important in themselves. When a country acts to meet the standards that we set, all of its citizens benefit. Whether the country is in the EU, wishes to join, or will never be part of that organization, the European Union plays an essential role on our continent today. But European values and European unity are aspirations, realities that will always exist beyond the borders of the EU, and rightly so. They also apply to every aspect of the lives we live. Last month, I published a report looking at progress across the 12 key priorities set out in the Council of Europe strategic framework. Did it confirm that there were problems, examples of democratic backsliding? Yes. But equally, it illuminated the action and progress that is made and being made in each of these areas across the European continent, and despite the challenges we face. These include the implementation of the European Convention on Human Rights and the execution of the judgments of the European Court of Human Rights. Measures are being taken
to ensure freedom of expression, both offline and online, to ensure non-discrimination, gender equality, and the protection of vulnerable groups, to lead the fight against social inequalities and poverty, inequality, racism, xenophobia, and discrimination on grounds of religion, as well as corruption, money laundering, and cybercrime, and human trafficking too, and to positively ensure independent, efficient, and resilient judicial systems, alongside support for civil society, including human rights defenders. We are also supporting education for democratic citizenship and youth engagement, so that member states help future generations to understand the value of democracy and equip them to defend it, along with the human rights and the rule of law that will give certainty and security throughout their lives. But I also want to draw your attention to two other priorities on which we are pushing for progress: the rise of artificial intelligence and the ever-growing threats to our environment are at the forefront of public debate. Indeed, they are defining issues of our age whose full implications we do not know yet, but which will have a transformative impact on your generation. When these infringe on our human rights, it is the Council of Europe's responsibility to act. Artificial intelligence is reshaping the ways in which we live and work. It has the capacity to make our lives easier and safer, and to expand the horizons of our knowledge and understanding. But it also raises profound ethical issues. How do we stop algorithms from discriminating against groups and individuals? What happens when low-skilled jobs are replaced by machines? How can we prevent or assign responsibility for attacks on election systems or technical failures, including, for example, in driving cars? Or on the environment and climate change, what should be our response when emissions threaten our health, our homes, and our whole way of life? When the European Convention on Human Rights was signed in 1950, these problems could not have been imagined. But that was the point. Human rights were not designed to apply to specific issues at one point in time. They are a set of timeless principles to be embedded in all aspects of our lives as a safeguard for the dignity of every individual. So we are taking steps to ensure that artificial intelligence respects human rights and does not undermine them. And we are acting to ensure that people's fundamental rights are protected in face of the damage to their environment. We are working on new legal tools in each of these areas. And I have no doubt that further action will come. In short, my message to you today is: you are graduating at the moment of stark contrasts. Human rights, democracy, and the rule of law have put down deeper roots in Europe than ever before. They have allowed peace, prosperity, and democratic security of a kind that had never been possible until now. And the scale and scope of that integration continues to expand, underpinned by strong multilateral institutions. Equally, the threats to this European unity have never been more profound.
This reality can be seen from bloodshed in Ukraine's cities, towns, and villages. But we see it elsewhere, in smaller acts, throughout our continent too. When governments turn a blind eye to human rights violations, we see it. When they allow democratic processes to crumble, elections, judicial independence, and civic participation, we see it. When they threaten the rule of law through corruption, by ignoring court judgments or undermining national and international institutions, we see it. But reality is this. What will each of us do about it? I have called for a Council of Europe summit of heads of state and government to consider how our organization should change, what more we can do in light of the new realities. A summit that may take place as soon as November. But I ask each of you to consider what you think Europe's future should be and what role you intend to play too. Some of you in this beautiful place might go on to take decisions at the very highest level. But all of you will have a say when you vote, when you take part in the lives of your communities, when you reach decisions at work and in your private life. What values will you aspire to and demand of others? Yours is a generation of untold possibilities. Make the most of them and carry Europe in your hearts. Congratulations on your graduation, and I wish each and every one of you happiness and fulfillment in the years to come, and be also ambassadors of Europe and consciences of Europe too. Thank you very much, and all the best.